Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je me présente, je suis Alexandre, Alexandre Jost. Je suis le fondateur de la Fabrique Spinoza, le think tank. Et je suis là avec vous parce que j'ai une conviction qui est que le bonheur est une manière de réinterroger les grands thèmes de notre société. C'est l'objet social de notre association. Et aujourd'hui, nous allons donc réinterroger la question de la créativité et de l'innovation au prisme du bonheur. Alors, chers amis, donc heureux d'être là avec vous. Première question que j'ai envie d'explorer avec vous. Et si ce bonheur dont nous parlons favorisait l'innovation? Alors, pour répondre à cette question, première chose à se demander, c'est quoi le bonheur? Alors là, vous vous dites, le thème est ambitieux, on ne pensait pas aller jusque-là. Eh bien, je vais m'appuyer sur des définitions scientifiques, ça va vous surprendre, du bonheur. C'est l'OCDE qui, en 2013, dans un guide pour définir le bien-être subjectif, nous dit le bonheur se compose de trois grandes facettes. Tout d'abord, le bonheur qu'on appelle hédonique ou émotionnel, la joie, la sérénité, l'exaltation, plutôt que la tristesse, la peur, la colère, l'amertume. Deuxième facette du bonheur, eh bien, c'est ce que les scientifiques appellent le bonheur cognitif ou évaluatif. Est-ce que dans ma vie, dans mon travail, il y a plutôt de la satisfaction ou de l'insatisfaction? Est-ce que je suis en chemin pour atteindre mes attentes? Et puis, vous allez voir comment nous arrivons à l'innovation, peut-être la plus belle du bonheur, c'est le bonheur dit eudémonique, eudaimonia, le bel esprit, la bonne vie. On peut aussi dire le bonheur aspirationnel. Et donc, cette troisième facette, elle est composée de ce qui fait que l'être humain est plus grand, ce qui fait qu'il se relie à quelque chose d'autre que lui-même, l'appartenance à une cause, la relation à un groupe, le sens du collectif, toutes ces choses, et finalement une forme de curiosité pour autre chose. Et ainsi défini, eh bien, le bonheur, cette troisième facette du bonheur, c'est la curiosité. C'est l'envie d'autre chose. C'est l'envie, lorsque nous étions des hommes de Cro-Magnon, eh bien, d'aller de l'autre côté de la colline, d'aller explorer ce qui est autre, ce qui est inconnu, ce qui est nouveau. Donc, d'innover. Et vu ainsi, on voit qu'il y a une parenté très forte entre le concept de bonheur, consubstantiel à celui d'innovation. Alors vous dites, mais est-ce que ce que l'on dit là se voit même sur un plan biologique? Eh bien, on peut parler de bonheur de plein de manières. On peut parler avec le sourire, avec poésie. On peut aussi en parler de manière très, comment dire, aride. Et les biologistes nous disent, le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme, émotionnel, cognitif, développemental, voire spirituel. Et donc, vu ainsi, on comprend que ce bonheur, cet épanouissement dont on parle, eh bien, il produit de l'innovation parce que nous sommes à l'acmé de nos capacités intellectuelles. Alors, ce bonheur et cette créativité demandent du temps. Vous êtes familier avec cette vidéo de 2014 du cabinet spécialisé en innovation qui s'appelle Créative avec un K, où on voit des enfants à qui on demande de dessiner des horloges. Les premiers enfants ont 10 secondes, les deuxièmes ont 10 minutes. Dans le premier cas, un cercle, deux aiguilles, une grande petite. Dans le deuxième cas, vous avez des enfants qui dessinent des pendules fleuries, des vaisseaux spatiaux. On ne voit à peine que ce sont des pendules. C'est ça la créativité, ce temps qui permet de se sentir suffisamment bien pour innover. Alors, pour balayer différentes disciplines, il y en a une que je trouve intéressante, passionnante, c'est la discipline de la psychologie positive. Et là-dessus, Csikszentmihalyi, comme ça s'écrit, si vous voulez rechercher son nom dans la science, ce psychologue positif, définit un état psychologique fascinant, le flow. Alors le flow, F-L-O-W, être dans la zone, dans la concentration, c'est un état très particulier. Il demande, petit 1, d'être dans une zone de difficulté dans la tâche que l'on réalise, de challenge. Et deuxièmement, d'être dans le même temps dans une zone de compétence. Si les compétences ne sont pas suffisamment mobilisées, l'individu s'ennuie. Si le challenge n'est pas suffisamment important, l'individu est trop relax. En revanche, s'il y a le bon rapport entre challenge perçu et compétence perçue, alors on se trouve dans cette zone de flow.
cette zone d'or dans laquelle on est infiniment concentré, infiniment bien, infiniment créatif. Et donc, on voit que cet état-là nous fait du bien et cet état-là nous amène aussi à être créatif. Donc, on voit encore cette alliance entre les deux concepts, bonheur, épanouissement et créativité. Et cet état-là, on le trouve, eh bien, pour un certain nombre d'entre nous, et j'espère que ça vous arrive aussi, dans le travail, lorsqu'on fait du sport, parfois quand on fait l'amour, si on éteint son téléphone portable, lorsqu'on joue d'un instrument de musique, on est dans un plein exercice de quelque chose. Pour vous donner une idée sur cette fine ligne qui nous permet d'être bien et d'être créatif, eh bien, le chercheur Csikszentmihalyi a examiné dans quel état des joueurs d'échecs faisaient preuve de concentration et de créativité. Il a organisé des duos, des matchs entre des joueurs de niveaux différents, classés par le chiffre Elo, qui mesure la qualité du joueur. Et lorsque la différence de niveau des joueurs est trop importante, la créativité n'est pas là. Lorsqu'elle est pas assez importante, alors on a à nouveau un problème de relaxation. En revanche, lorsque on est dans cette zone très fine, on voit se déployer la créativité du joueur face au challenge de son opposant. Je conclurai sur cette idée que finalement, le bonheur comme capacité d'innovation, eh bien, nous amène à nous interroger sur ce que c'est qu'une émotion. Et là-dessus, je vais citer Sonia Lyubomirsky, avec des Y partout. Sonia, elle nous dit que lorsque je suis habité par des émotions positives, eh bien, j'atteins un état de fonctionnement cognitif optimal qui construit des compétences. Donc, petit 1, elle nous dit que les émotions élargissent le panel des compétences, des modes d'action et des modes de pensée accessibles. Je peux choisir, quand je suis joyeux, que je me sens bien, ou bien d'aller vers l'humour, la concentration, la créativité, l'analyse, la synthèse. J'ai le choix entre tout ça. Donc c'est bénéfique et je peux aller vers la créativité. En plus de cela, la répétition de ces émotions positives et, deuxièmement, de cette créativité finit par créer sur la durée des nouveaux circuits neuronaux qui font que même lorsque, après plusieurs semaines, ce jour-là précisément, je ne suis pas joyeux, positif, eh bien, j'ai câblé mon cerveau différemment et j'ai accès, même en étant de mauvaise humeur, même en étant stressé, à une certaine créativité. On est donc en train de dire que cette capacité à mobiliser la joie, eh bien, fabrique des compétences. C'est ce que la chercheuse appelle broaden and build, élargir mes compétences et les construire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a quand même envie de se dire, oui, certes, mais le travail n'est pas toujours un lieu d'épanouissement. On fait ce qu'on peut, le monde est complexe, le monde est difficile, le monde, ne soyons pas angéliques, est parfois un petit peu rude. Alors, comment faire? Eh bien, les conditions de ce flow dont je vous parlais, ce Csikszentmihalyi, eh bien, les a étudiées. Il nous dit tout d'abord, et ça, je trouve ça très joli, il nous dit, nous avons besoin d'un environnement bienveillant. Nous avons besoin de confiance, de douceur. Et Frédéric Laloux, dans son livre Réinventer les organisations, en parle en décrivant finalement cette créativité comme une âme, au sens laïque, mais une âme à laquelle il faut accéder, un esprit un peu, comment dire, caché. Il parle même d'oiseau. Et si cette innovation était un oiseau fragile qu'il nous faut préserver pour le voir déployer ses ailes. Je trouve ça assez joli comme image. Autre condition, la confiance, nous dit le chercheur sur cet état de flow. Et là-dessus, vous êtes familier avec ces concepts, mais je rappellerai simplement que la confiance peut passer dans une organisation, dans vos services, dans vos départements, par l'installation d'une culture de l'erreur. Et là-dessus, je vais citer une très jolie phrase d'un consultant d'un cabinet de conseil qui dit « La raison d'être du manager est l'erreur des collaborateurs, des agents ». Et donc, en disant ça, ça nous amène à dire que si, en tant que manager, vous installez cette culture du droit à l'erreur, vous favorisez l'émergence de l'innovation et en même temps l'épanouissement. J'aime bien aussi rappeler que l'une des conditions de cette créativité dans le flow, eh bien,
c'est d'être motivé intrinsèquement. Alors dur à dire, vous allez me dire, comment se motiver en profondeur? Les chercheurs disent que cette qualité de motivation-là, elle vient du plaisir à la tâche. Nous arriverons à être créatifs lorsque la motivation vient non pas d'un objectif à atteindre, non bien d'une injonction hiérarchique, d'une grande idée, mais simplement du plaisir à réaliser quelque chose. Ce que les Grecs appellent la praxis, l'exercice du geste juste, celui de l'artisan qui chartourne, qui sculpte le bois, par exemple. Avant-dernière condition, eh bien, se dire, ce flow, cet état créatif, il survient lorsque je ne suis pas interrompu. Lorsqu'on demande à des enfants de bâtir avec des Legos une petite tour, lorsqu'ils sont petits, encore à peine sortis de l'âge bébé, eh bien, on s'aperçoit que si on laisse allumer une télévision ou une radio dans la pièce, alors que le geste de la construction de la tour est en train de s'opérer, les mots de l'extérieur interrompent le processus et font redémarrer à zéro l'enfant. Il faut donc être non interrompu pour être créatif, sinon il nous faut des minutes pour retourner dans cet état de flow. Et puis le dernier, que je trouve assez enthousiasmant, c'est se dire, et si la créativité non seulement était la création du beau, mais si la créativité se nourrissait du beau? Et là, on observe que les zones du cerveau qui sont mobilisées par le beau, par l'amour, par le vivant et la nature, ce sont les mêmes zones du cerveau. On est donc en train de dire que finalement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la reliance. La reliance à quelque chose de grand, de beau, de l'autre, du vivant. Cela peut-être nous amène à évidemment nous sentir bien, mais aussi à être créatif. Alors, voilà quelques pistes à partager ensemble. Je parle de ce qui nous permet d'être créatifs. Et vous dites peut-être, mais cet Alexandre, il nous a parlé de bonheur au travail. Comment est-ce qu'on y touche vraiment? Et là-dessus, allez voir sur le site de la Fabrique Spinoza. On parle des 12 grandes dimensions du bonheur au travail. Elles sont multiples, donc le sujet est complexe. La question de la rémunération, de la reconnaissance, de la formation, des perspectives, du cadre de travail, du management, de la gouvernance, toutes ces choses sont extrêmement importantes. Si je devais vous donner 2 conseils, non pas de manière descendante, mais en me mettant dedans parce qu'étant moi-même dirigeant d'une organisation, d'une association, eh bien, je sais que la chose est difficile. Je dirais 1, allez voir cette très belle étude qu'on a faite qui s'appelle «Pour une fonction publique heureuse». Elle est pour vous, chers amis. Et deuxièmement, s'il y avait une action à réaliser, eh bien, ça serait de se dire: «Est-ce que je peux organiser de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, un temps avec mon équipe pour se dire qu'est-ce que l'on peut faire ensemble et chacun d'entre nous pour mieux travailler ensemble? Cette question-là, elle est fondamentale. Alors, pour conclure ce deuxième grand bloc de réflexion avec vous sur ces conditions de l'épanouissement et de la créativité, eh bien, j'ai envie de, à nouveau, aller vers un peu de poésie et se dire que peut-être que cette créativité, elle vient d'un sens. Elle vient de toucher un sens et c'est toucher un sens supérieur. Je vais utiliser ce mot-là précédemment, celui de la transcendance, et vous allez voir pourquoi je l'ai fait. Je vais vous raconter une petite histoire en 1 minute. Dans le sud de la France, en Camargue, il y a un office de tourisme dans le village de Hauvillard, office de tourisme des deux rives. Donc, vous voyez, on est dans la parafonction publique, puisque rattaché à la commune d'Hauvillard. Cet office de tourisme était en difficulté à se dire, mais comment est-ce qu'on peut se réinventer? Comment est-ce qu'on peut être innovant sur nos missions? Ils se sont dit, on va se rassembler ensemble de manière bienveillante pour imaginer le sens supérieur de notre action. Et ce faisant, ils sont arrivés à une grande idée qui est, et si notre objectif, et si notre sens supérieur était de produire des pensées positives? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous dites, votre partie rationnelle, c'est quoi le lien avec la mission à réaliser d'un office du tourisme?
Eh bien, ils ont commencé à écrire, les agents de cet office, des mots sur des petits papiers qu'ils ont mis dans un grand vase. Et ils ont observé que des gens rentraient dans l'office, prenaient ces mots dans le vase, les lisaient, que cette journée te soit belle, que le monde soit bon pour toi, puisse-t-il te sourire, repartaient avec ces mots et les partageaient avec des gens qu'ils croisaient. Il se trouve que cet office de tourisme n'est pas très loin du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et petit à petit, on a observé les pèlerins échanger entre eux ces pensées positives, puis en écrire eux-mêmes et venir les déposer dans ce vase de l'office du tourisme des deux rives, au point que cet office soit devenu une étape informelle du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. On est donc en train de dire que via un peu de co-construction, un peu de chaleur humaine et de bienveillance, mais surtout un appel à un sens supérieur, cette équipe a fait preuve d'une innovation extraordinaire, poétique, qui leur a permis de remplir leur mission, qui est de faire venir des gens dans l'office du tourisme pour prendre des informations sur la richesse patrimoniale et culturelle de la région. Alors, je terminerai en disant, troisième grande réflexion avec vous à avoir, peut-être un petit peu plus pratique et moins poétique. C'est pas facile tout ce que l'on dit à une époque où on est hybride. On est en présentiel, on est parfois en distanciel. À 98% du temps, il y a encore 6 mois, les réunions se tenaient, dans la majeure partie des cas, eh bien, en hybride, une partie sur place, une partie à distance. Alors, comment faire? Comment faire pour être innovant à distance ou en hybride? Eh bien, là-dessus, j'aimerais vous dire 2 choses. La première, attention au fantasme de l'hyperproductivité en télétravail. Nous avons publié une étude la semaine dernière sur les vertus digitales qui montre que les études établissent les gains de productivité du télétravail entre moins 20% et plus 30%. Allez vous faire une idée avec ce chiffre. En d'autres termes, oui, on est probablement plus performant en télétravail, mais sous certaines conditions et pas pour toutes les activités. Alors, mon invitation est que pour atteindre cet épanouissement collectif et cette innovation, cette créativité, retrouver le goût de l'autre, y compris dans sa présence physique. Dans une étude qui s'intitule Nouveaux espaces de travail, la Fabrique Spinoza rapporte ce chiffre important, 70% des informations échangées entre des individus le sont de manière informelle. Cet échange informel est à la racine de la créativité, c'est ce caractère fortuit, cette sérendipité. Alors je conclurai en disant, finalement, retrouvons le goût de l'autre, retrouvons le goût de ce plaisir, de sa présence, retrouvons cette joie collective, cette petite magie de la sérendipité qui fait naître une idée parce qu'on est un collectif. Et in fine, mettons au cœur de notre travail, eh bien, cette joie et cette créativité. Parce que, comme l'écrivait Robert Misrahi dans son livre Les actes de la joie, sous-titré, je regarde mon papier, fonder, aimer, rêver, agir. Fonder, interroger, aimer, que dire de plus que ce beau mot, rêver. Rêver, cet acte qui nous permet eh bien, d'imaginer, d'aller chercher autre chose, quelque chose de supérieur. Et ce faisant, eh bien, nous attendrons un chemin d'action et un chemin d'épanouissement. Je vous remercie pour votre attention.